Salut à toi. Prêt pour une nouvelle exploration? Carrément. Pitoli. Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant, Ah oui, La psychologie de l'argent, d'accord. de Morgan Housel. Mhm. On va décortiquer ensemble quelques chapitres clés Oui, pour comprendre comment nos émotions et nos biais influencent nos décisions financières. super intéressant. Exactement. On va commencer avec le chapitre 6. Face, vous gagnez. Hmm. Ce titre m'intrigue, dis-moi en plus. Alors, Housley utilise une analogie toute simple. Un jeu de pile ou face, où si vous tombez sur face, vous remportez une grosse somme, mais si c'est pile, vous ne perdez qu'un pimenton. Ok. Il applique ce concept aux résultats financiers, expliquant que quelques grands succès peuvent compenser de nombreuses petites pertes. Ah, je comprends mieux le titre maintenant. Oui, C'est un peu comme si on misait sur le potentiel de quelques décisions clés pour avoir un impact significatif sur nos finances. tout à fait. Prenons l'exemple d'Amazon. Hmm. L'entreprise a connu un succès phénoménal, mais elle a aussi essuyé de nombreux échecs. Oui, c'est vrai. Jeff Bezos lui-même reconnaît qu'ils ont eu leur lot de faux pas. Oui. Ce qui compte, c'est que les succès comme Amazon Prime, par exemple, Oui, ont eu un impact suffisamment important pour surpasser les erreurs. c'est une perspective intéressante. Oui. Cela signifie qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et d'accepter que certaines décisions ne porteront pas leurs fruits. Exactement. La clé est de se concentrer sur la création de ces grands succès, Oui. qui peuvent potentiellement changer la donne. Mhm. Et bien sûr, cela nécessite de la patience. Oui. Housel insiste sur le fait que les résultats financiers significatifs prennent souvent du temps à se matérialiser. Donc pour toi, le message à retenir de ce chapitre, c'est que la patience est une vertu, surtout en matière d'investissement. Oui, et aussi qu'il ne faut pas se laisser décourager par les inévitables petites pertes. Mhm. L'important est de s'assurer que nos réussites aient un impact suffisamment important pour les compenser. Et ça nous amène naturellement au chapitre 7, liberté. C'est un thème qui me parle beaucoup. Oui. Mais dis-moi, selon Husserl, la richesse se résume-t-elle à l'argent? Pas du tout. Ah bon? Pour lui, la vraie richesse, c'est la liberté. La liberté de contrôler son temps, de faire ses propres choix, de vivre selon ses propres conditions. Ok. L'argent n'est qu'un outil pour atteindre cette liberté. C'est une vision vraiment inspirante. Posséder des millions n'a aucun sens si on n'a pas le temps de profiter de la vie et de faire ce qui nous passionne. Absolument. Husserl souligne que l'argent n'a de valeur que s'il nous permet d'améliorer notre quotidien, de nous libérer des contraintes et de vivre une vie plus riche de sens. Mais atteindre cette liberté financière, ce n'est pas toujours facile. Non. Cela demande des efforts, des sacrifices, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Parfois, il faut savoir renoncer à des plaisirs immédiats pour investir dans son avenir et se construire une vie où l'on est maître de son temps et de ses choix. C'est vrai que notre société nous pousse constamment à consommer, à dépenser, sans réfléchir. Ce chapitre nous invite à remettre en question nos priorités et à identifier ce qui compte vraiment pour nous. Exactement, il s'agit de définir notre propre vision de la liberté et d'aligner nos décisions financières avec cette vision. Alors si on devait résumer ce chapitre en une phrase, que dirais-tu, Off? Je dirais que la liberté est le véritable trésor et que l'argent n'est qu'un moyen pour l'atteindre. Parfait. Passons maintenant au chapitre 8, L'homme dans le paradoxe de la voiture. Le titre est assez énigmatique, j'avoue. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Imaginez que vous achetez une voiture de luxe dans le but d'impressionner votre entourage. Oui. Husserl explique que souvent les gens vont admirer la voiture mais pas nécessairement la personne qui la conduit. D'accord. En cherchant à se mettre en avant, on finit par être éclipsé par l'objet lui-même. C'est tellement vrai, on cherche la validation extérieure. On veut montrer qu'on a réussi, mais on se retrouve piégé dans un cercle vicieux de possession matérielle qui ne nous apporte pas forcément le bonheur. Exactement, et cette quête de l'approbation des autres peut nous pousser à des dépenses excessives, à des frustrations et à un sentiment d'insatisfaction permanent. Alors, au lieu de chercher à impressionner les autres avec des biens matériels. Husserl nous encourage à investir dans ce qui nous rend réellement heureux et qui a une valeur durable. Il s'agit de se concentrer sur soi-même, sur son développement personnel, sur ses relations avec les autres. C'est un message puissant. La vraie admiration ne vient pas des objets qu'on possède, mais des qualités qu'on cultive, la gentillesse, l'honnêteté, la générosité. Tout à fait, ce sont ces qualités qui enrichissent notre vie et celles de notre entourage bien plus que n'importe quel bien matériel. Et ça nous amène naturellement au chapitre 9. La richesse est ce que vous ne voyez pas. J'ai hâte d'entendre ce que Husserl a à nous dire sur ce sujet. Dans ce chapitre, Husserl s'attaque à une idée reçue, Oui. celle de la confusion entre la richesse réelle et l'apparence de richesse. On a souvent tendance à associer la richesse à ce qu'on affiche au bien visible, alors que la véritable richesse est souvent invisible. C'est vrai qu'on se laisse facilement influencer par les apparences. Oui. On voit quelqu'un avec une belle voiture, une grande maison, et on se dit « cette personne est riche ». Oui. Mais en réalité, on ne sait rien de sa situation financière. Exactement.
Huckel donne l'exemple d'une personne vivant dans une maison luxueuse, conduisant une voiture de sport, mais étant en réalité criblée de dettes. Ah oui. À l'inverse, quelqu'un qui vit plus modestement pourrait avoir une fortune considérable grâce à ses économies et ses investissements. C'est un rappel important. La vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on montre aux autres, Non, mais plutôt à ce qu'on met de côté, à ce Ouais. qu'on investit pour l'avenir. tout à fait. La vraie richesse se construit souvent dans l'ombre, à travers des choix financiers judicieux qui ne sont pas forcément visibles. Épargner régulièrement, investir à long terme, éviter les dettes inutiles, ce sont des actions qui ne payent pas toujours immédiatement, mais qui construisent une véritable sécurité financière. Donc, si je comprends bien, la clé de la richesse, c'est l'épargne. Absolument. Husserl insiste sur l'importance d'épargner, quel que soit notre niveau de revenu. D'accord. Ce n'est pas une question de gagner beaucoup d'argent, mais plutôt de savoir gérer ses dépenses et de mettre de côté une partie de ses revenus. C'est un conseil qui peut sembler difficile à appliquer, surtout dans une société où on nous incite constamment à consommer. Oui. J'imagine qu'il faut une certaine discipline pour résister à la tentation de dépenser. Oui, c'est vrai, mais c'est un effort qui en vaut la peine. Hmm, Épargner nous donne une flexibilité financière, une sécurité face aux imprévus. oui, Imaginez, vous perdez votre emploi et une crise économique survient. oui. Si vous avez une épargne solide, vous pouvez affronter ces épreuves avec beaucoup plus de sérénité. Et puis épargner permet aussi de se libérer de certaines dépendances. Non. Exactement. Avoir une épargne conséquente, c'est avoir la liberté de dire non à un travail qui ne nous convient pas, de pouvoir prendre des risques, de lancer son propre projet. Oui. C'est s'offrir la possibilité de vivre selon ses propres aspirations. Ce chapitre nous rappelle vraiment l'importance de penser à long terme. Oui. On a souvent tendance à privilégier la satisfaction immédiate, mais la vraie richesse se construit sur la durée à travers des efforts constants et des choix judicieux. Tout à fait. Il est important de ne pas se laisser décourager par les résultats qui peuvent sembler lents à venir. Oui. L'épargne est un investissement sur le long terme et ses fruits se récoltent avec le temps. Et cela nous amène au dernier chapitre que nous allons explorer aujourd'hui, économiser de l'argent. Mhm. On a déjà beaucoup parlé d'épargne, mais j'imagine que vous avez encore des choses à nous apprendre sur le sujet. Oui, absolument. Dans ce chapitre, Husserl va plus loin en expliquant pourquoi l'épargne est si importante, même si on n'a pas d'objectif précis en tête. On a souvent l'idée qu'il faut épargner pour acheter une maison, pour financer ses études, pour sa retraite. C'est vrai, on associe souvent l'épargne à un but précis. Oui, Mais Husserl semble avoir une autre vision des choses. exactement. Ah. Il propose une approche différente en disant qu'il est essentiel d'épargner, même sans avoir un objectif défini au départ. Simplement pour avoir une marge de manœuvre, pour se créer des opportunités, pour pouvoir faire face à l'imprévu. C'est une perspective intéressante. Épargner juste pour avoir plus de liberté, plus de choix dans sa vie. Tout à fait. Husserl compare l'épargne à un fonds d'opportunités. Ah oui? Avoir de l'argent de côté, c'est pouvoir saisir des occasions qui se présentent. C'est pouvoir prendre des risques. C'est pouvoir réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas nécessairement de sommes importantes. Non. L'idée est de développer une habitude d'épargne, même si ce n'est que quelques euros par semaine. Exactement. Le plus important, c'est de commencer et de faire preuve de constance. Peu importe le montant, l'épargne régulière nous permet de construire une base solide pour notre avenir financier. Et cette épargne, son but, peut aussi nous servir de bouée de sauvetage en cas de coup dur. Absolument. Perte d'emploi, maladie, accident, crise économique. Hmm. Autant de situations imprévisibles qui peuvent mettre nos finances à rude épreuve. Oui. Avoir une épargne conséquente, c'est se donner les moyens de traverser ces épreuves avec plus de sérénité. Ce chapitre souligne vraiment le pouvoir de l'épargne, même quand on a l'impression de ne pas pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté. Exactement. Ce n'est pas le montant qui compte le plus, c'est l'habitude d'épargner, de vivre en dessous de ses moyens, de faire des choix conscients et de penser à long terme. Alors si on devait retenir une chose de ce chapitre par, Je dirais que l'épargne est un investissement dans notre liberté, dans notre sécurité, dans notre avenir. C'est un acte de confiance en nous-mêmes, en notre capacité à construire une vie meilleure. et c'est une excellente transition vers la conclusion de notre exploration d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces 5 chapitres de la psychologie de l'argent? Beaucoup de choses. On a vu que la réussite financière ne se limite pas aux chiffres, aux stratégies d'investissement. Il s'agit aussi de comprendre notre rapport à l'argent, nos motivations, nos peurs, nos aspirations. On a appris l'importance de la patience, de la persévérance, de la capacité à accepter les erreurs et à rebondir. Oui. On a compris que la vraie richesse, c'est la liberté de choisir son temps, ses activités, ses relations.
On a découvert que l'épargne est un outil puissant pour construire cette liberté, cette sécurité, cet avenir qui nous ressemble. Absolument. Yeah. Et maintenant, je te laisse avec une question à méditer. Oui. Quel petit changement peux-tu faire aujourd'hui pour prendre le contrôle de ton temps et de tes finances? C'est une excellente question. Je t'encourage à poursuivre ton exploration de ces concepts, à découvrir ce que la vraie richesse signifie pour toi. Et n'oublions pas que la psychologie de l'argent nous offre un aperçu des mécanismes souvent inconscients Oui. qui guident nos choix financiers. Exactement ce qu'on a vu aujourd'hui n'est qu'une introduction. Il y a tellement d'autres aspects à explorer pour mieux comprendre notre relation avec l'argent. C'est une invitation à poursuivre la réflexion, à creuser davantage, à se poser les bonnes questions Oui, et à trouver les réponses qui font écho à nos propres valeurs et aspirations. tout à fait, c'est un cheminement personnel. Oui. Une exploration qui peut être enrichissante et nous aider à prendre des décisions plus éclairées et plus sereines. Alors, on espère que ce plongeon dans la psychologie de l'argent t'a donné envie d'aller plus loin, de mieux comprendre tes propres motivations et de faire des choix financiers qui te correspondent vraiment. Et surtout, n'hésite pas à partager tes réflexions, tes découvertes, tes propres expériences avec la gestion de tes finances. Mm. L'échange d'idées est une source d'apprentissage précieuse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Merci à toi. On te retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans un sujet tout aussi passionnant la prochaine. À bientôt.